Donc, hier, dans la belle ville de Marseille, il y avait un concert d'Iliona, je l'ai dit, mais il y avait également un concert de Sébastien Tellier, qui était en fait la tête d'affiche. Déjà, moi je trouve qu'il y a un intérêt à parler du fait que, et c'est une réflexion qu'on s'est faite avec mon père, c'est qu'on se disait quand même, la mairie est passée à gauche là depuis 2020. Bon, c'est pas la gauche, c'est pas de la gauche folle, mais ça reste néanmoins. On s'est quand même fait la réflexion que sous la mairie de droite, jamais de la vie, il y aurait eu Sébastien Tellier en grand devant la mairie. C'est quand même un peu un événement du point de vue de la politique culturelle de la ville. Parce que ça reste, et moi c'est ça qui m'intéresse aussi dans le cas de Sébastien Tellier, un peu un weirdo de la scène French Touch, en fait qui est un peu la fin de la génération French Touch, la génération des CD. Il a fait l'Eurovision avec un de ses morceaux, je sais plus lequel, je crois que c'est un des morceaux d'ailleurs de cet album-là. Et justement, ce qui est aussi stylé, c'est que, et ça pose un peu un cas de conscience, notamment quand t'es artiste et que tu veux faire du concert et tout ça, c'est qu'il joue énormément d'anciens morceaux. Il joue énormément ces morceaux de cet album qui s'appelle Sexuality et qui est sorti en 2008. Il faut savoir que cet album, il a plusieurs particularités qui le rendent, j'allais dire objectivement, mais je vais me lancer vraiment dans un objectivement, qui le rendent objectivement stylé, artistiquement et aussi dans le développement de la carrière de Sébastien Tellier, c'est quand même quelque chose qui a son poids. Il faut savoir que cet album, il a été réalisé, c'est-à-dire que la personne qui a composé et fait les arrangements, en tout cas qui a passé beaucoup de temps sur la production de l'album de Sébastien Tellier, c'est un des deux Daft Punk. Pas Thomas Bangalter, que le mec qu'on voit surtout sur tous les plateaux de télé, mais c'est l'autre, c'est-à-dire Guy-Manuel Domem Christo. Guy-Manuel Domem Christo, c'est un peu le discret. C'est celui qui a un peu fait l'inverse. Je crois qu'il a fait une turbodépression après... à la fin de Daft Punk, enfin en tout cas entre 2013, en tout cas entre Random Access Memory et aujourd'hui. Et depuis, il place que des petits trucs, non, c'est qui sont en fait des immenses morceaux, mais en tout cas, il se fait plus discret, il n'y a pas de parole médiatique, et c'est vraiment lui qui, en tout cas, produit, choisit plus ce qu'il produit et tout, alors que Thomas Bangalter a plus le côté... showbiz quoi. Et moi j'avoue que je préfère grave Guy-Manuel Domem Christo. Ne serait-ce que par exemple, il a produit, je pense que je peux le montrer vite fait, il a produit un très très beau morceau, qui est un morceau de Charlotte Gainsbourg, qui s'appelle Reste. Et je trouve que ça décrit plutôt bien son style musical, c'est-à-dire sa simplicité, enfin pas sa simplicité, mais son élégance en tout cas. Son élégance musicale dans laquelle genre il fait vraiment, il y a vraiment une continuité. Et je trouve qu'il y a une continuité aussi dans l'album de Sébastien Tellier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois pourquoi Sébastien Tellier il continue de jouer ces chansons-là en live. Parce qu'en vrai, il y a quand même des réponses plutôt faciles. Enfin, pas faciles, mais genre en mode des réponses plutôt accessibles. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que cet album-là, il est aussi bien vieilli en termes musical. C'est-à-dire que même d'un point de vue analytique et tout, comment ça sonne, c'est une dinguerie comment ça sonne bien. Genre, vraiment, les boîtes à rythme sont... datées mais pas old school, enfin je sais pas comment dire, elles sont datées mais pas vieilles, elles restent genre ultra actuelles, ultra pertinentes en tout cas moi je trouve, pour qui veut composer de la musique et tout, ça reste quand même encore une dinguerie en termes de composition quoi. Et en gros, c'est un peu moi ça qui me fascine dans la manière dont il produit. C'est sa capacité à produire une enveloppe, en tout cas une ambiance. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la terminologie matière, enfin en tout cas le terme de matière et tout. C'est parce que ça parle vraiment de ça quoi. Genre c'est vraiment ça qu'il fait. Et qui réussit super bien, c'est-à-dire à créer en genre une mesure, deux mesures, trois mesures, un truc qui a tout de suite son sens, son histoire. Enfin ça te projette dans des émotions. Et pour autant, c'est juste ça se répète. Et juste le fait que ça se répète aussi, ça vient de dire un truc. Et donc voilà, il a cette intelligence, en tout cas moi je trouve, j'arrête pas de dire intelligence d'écriture, c'est ma nouvelle expression. Mais en tout cas, il a cette intelligence de composition, de texture, de capacité à mettre en relation les sons les uns avec les autres, que moi je trouve genre magnifique. Et c'est pour ça que sur l'album de Tellier,
ben ça marche de fou parce que justement là où moi je trouve que peut-être Charlotte Gainsbourg c'est un peu plus niais dans la manière où elle va choisir ses mots, elle va choisir la manière de poser et tout ça. Telly il va à fond dans le côté un peu, c'est à la fois un peu kitsch, mais en même temps comme il en fait 300 000 tonnes, ben ça donne une profondeur on va dire à son écriture, ça donne une profondeur au personnage et du coup ça délivre aussi un message qui prend en relief, qui prend en capacité de délivrer du sens. Et notamment sur une des chansons qui est moi je pense ma préférée, qui est celle-ci. Dis-moi ce que tu penses, moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses, moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que En fait moi c'est ça que je trouve fort, c'est que, et ça a même remodelé je pense ma manière d'écrire des chansons, en tout cas ma manière de concevoir ce que c'est qu'écrire une chanson. En ayant grandi en écoutant ce genre de musique, ça te met pas forcément dans un rapport très expansif. Parfois, genre 4 phrases, ça suffit à faire une belle chanson. Et en fait, après, j'ai beaucoup écouté de rap. Et dans le rap, t'as pas du tout ce même rapport-là à la chose. T'as vraiment ce rapport où il faut remplir des 16 mesures. Il faut remplir, il faut envoyer il faut deliver un propos qui s'exprime, que tu peux vraiment développer sur tout un couplet, puis ensuite un pré-refrain, puis ensuite un refrain, et vraiment sans perdre, on va dire, le fil de ton récit et tout ça. Et revenir à ce genre de morceau, où t'as genre 4 phrases, une montée de synthé, et c'est tout. En fait, ça fait aussi relativiser ce que c'est que d'écrire une chanson. Ça fait aussi relativiser ce que c'est que de penser le message que t'as à délivrer. Par exemple, là, juste dire « Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Moi, j'aime aussi l'amour et la violence. » En fait, ça joue, c'est juste j'ai l'impression que ça ouvre une brèche dans la réalité. Et cette brèche-là, comme ça n'a pas vraiment de sens, puisque en fait, c'est de l'ordre des choses que tu adresses à quelqu'un et genre sur lesquelles tu y repenses après, tu vois. Tu y repenses après dans le truc où tu l'as dit une fois. Et en fait, on sait même pas ce que la personne a répondu, on sait même pas ce qu'elle pense de sa vie et de son adolescence. Puisqu'en fait, en vrai, il lui coupe un peu la parole en disant moi j'aime aussi l'amour et la violence, tu vois. On peut supposer même qu'elle a dit j'aime bien la douceur et la haine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça que je trouve magnifique, c'est d'avoir réussi à porter l'écriture à ce niveau-là de précision, tout en étant à ce niveau-là de lâcheté dans les mots. Genre, c'est rendre quoi, le filet est large, quoi. Il y a beaucoup d'espace entre les mots, il y a que 4 phrases. Et ça... En fait, il y en a 8 parce qu'il y a une petite variation. Mais c'est hyper émouvant, moi je trouve ça trop émouvant. Et même dans la manière dont il chante, bon, il peut en faire un peu beaucoup. Enfin, moi j'aime pas trop les trucs un peu chargés émotionnellement, en mode où la personne te fait comprendre qu'il faut pleurer. Mais là, je trouve que c'est pas à cet endroit-là. Il y a presque une ironie lui-même vis-à-vis de lui-même. Enfin, je sais pas, c'est... Il joue... Enfin, c'est ça aussi qui est toujours intéressant avec Sébastien Tellier, je trouve, c'est que il joue toujours à l'artiste en même temps qu'il en est un. Et je trouve que c'est un bon indicateur quand t'essayes d'être un artiste toi-même, c'est de des fois te demander qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste, qu'est-ce que ça veut dire de... Enfin, pas qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste, mais en tout cas, de se demander qu'est-ce que ton Sébastien Tellier intérieur aurait fait, quoi. Parce que c'est aussi une guideline de... du rapport à l'indomptable, du rapport au trop, du rapport à la marge aussi de la société, quoi, parce que les artistes sont toujours des personnes à la marge de la société, qu'elles le veulent ou non, en fait, même si parfois, enfin, je m'explique là-dessus, c'est que oui et non, parce que quand même majoritairement, majoritairement non, mais genre l'oligarchie des artistes, celles qui possèdent le plus de moyens, le plus de pouvoir, eux sont dans une approche et dans un rapport au pouvoir qui est un rapport de servitude. Donc ils ne sont pas des personnes marginales. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des personnes qui sont pas dans ce carcan-là, on va dire,
la personnalité artistique est une manière de manifester de la marge. En tout cas, c'est-à-dire que c'est une manière pour eux et elles d'être à la marge sans forcément en avoir tous les apparats. Enfin, il y a plein de générations qui se sont constituées à la marge d'une société par leur existence artistique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les personnages d'artistes grandiloquents, il y a toujours un peu cette sorte de je sais pas, c'est un peu immortel, quoi. C'est-à-dire que c'est des artistes, tu te dis, mais soit ils s'en foutent, soit ils sont très proches de ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Enfin, moi, c'est vrai que ça me questionne toujours, quoi, quand je vois, genre, Tellier, quand tu peux voir les films sur Dali, la personnalité de Dali, le côté hyper égo-trip et tout ça, ça te met quand même dans un rapport d'existence, genre, autre. C'est vraiment, genre, une route parallèle. C'est un autre monde. Enfin, en fait, il y a un peu cette sensation-là d'être dans un autre monde. Du coup, j'ai l'impression que des fois aussi, pour des artistes plus terre-à-terre, comme moi je peux l'être, par exemple, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, c'est intéressant de se demander est-ce que je suis pas en train de perdre quelque chose de ma légèreté ? Enfin, pas de la légèreté, parce que j'aime pas penser dans ces termes-là, mais est-ce que je suis pas en train de perdre quelque chose du monde artistique que la société étouffe ? Parce que c'est pas parce que je dis dans le monde artistique qu'on est obligé de faire que des chansons d'amour. On peut faire des très bonnes chansons engagées, je pense, tout en existant dans un rapport marginal à la société. Et pareil, je pense que être très dans la société empêche pas d'avoir des bulles de moments et de création et d'artistes, de création artistique dans lesquelles tu t'enfermes pas pour ça, pour autant, tu vois. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que Tellier est toujours une figure intéressante à regarder parce que c'est un peu ce truc-là que les médias aiment bien rabâcher sur l'OVNI. Ah là là, il est étrange, il est weirdo, on sait pas trop qui il est, comment il est, enfin... Et du coup, moi, je trouve que ça c'est chouette. Enfin, c'est pas que c'est chouette, mais du coup, quand t'as des pouvoirs publics qui font appel à ce genre d'artistes pour se présenter sur la scène en face de la mairie, ça dit quelque chose. Enfin, oui, c'est beau de dire ça dit quelque chose. On vit dans une société. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout un artiste mainstream. Et le fait que ce soit pas un artiste mainstream devant lequel pas tout le monde a l'habitude de tomber et tout ça, bah, je trouve que ça nous rappelle aussi c'est quoi le rôle d'un pouvoir public face à une politique de culture, c'est-à-dire une politique ambitieuse qui vise à faire découvrir des artistes, à promouvoir des usages de l'art différents, pas des usages de masse, quoi. Moi, j'ai toujours un peu du mal, et je pense que c'est dans ce sens-là, il y a le livre de Bégodeau là, qui sort sur le mépris. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai tendance à plutôt réhabiliter le mépris comme lui, quoi. Parce que, effectivement, en fait, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec l'idée, et finalement je suis content d'en être revenu, mais cette idée qu'il faudrait que l'artiste soit pas trop dérangeant pour son public. Je m'explique. C'est-à-dire que l'artiste soit une sorte de continuation implicite de son public. C'est-à-dire que l'artiste et le public soient un miroir. Moi je trouve ça toujours intéressant qu'un artiste fasse un album que tout le monde déteste, parce que ça décale en fait le spectre et ça décale l'attente. Et en décalant l'attente, ça crée un public. Mais c'est un truc qu'on disait avec la Gannerie dans le podcast. C'est qu'en fait, en décalant l'attente, tu décales aussi toute la partie la plus... c'est-à-dire que tu crées un public pour cette nouvelle offre culturelle, si on veut parler en termes libéral. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi une modalité de l'innovation dans l'art qui est... Après, qui est sujet à une controverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute cette école de pensée qui va dire mais non, mais en fait c'est méprisant parce que les artistes seraient au-dessus du peuple. Mais en fait, c'est plus, j'aime pas dire c'est plus compliqué, pareil. Mais en tout cas, c'est plus profond que ça. Moi, c'est pour ça que je crois vraiment dans le lien organique qu'il existe entre certains artistes et le public. C'est-à-dire un lien de dépassement de soi. Autant pour l'artiste que pour le public, et dont la mise en relation est quelque chose de puissant. Et je pense que ça se vérifie particulièrement dans les moments de communauté, dans les moments de communion en tout cas, dans lesquels les artistes ont la chance de rencontrer leur public et tout ça. En vrai, il y a un vrai... ça produit un espace, ça peut pas être juste un ajout d'espace, genre l'espace d'une personne A et l'espace d'une personne B qui se rencontrent pour former un espace A plus B. Non, c'est vraiment un espace C dans lequel il y a des nouvelles règles, dans lequel il y a des nouveaux goûts, dans lequel il y a une appréciation commune. Donc on a tendance à envisager des gens qui aiment bien la même musique que soi comme étant des gens plus proches que soi. Donc ça dit aussi quelque chose de la communauté d'idées, de représentation dans le monde qu'on se fait des autres. Je sais pas.
En tout cas, moi, c'est des pistes qui me paraissent intéressantes, notamment sur la personnalité de certains artistes, comme celle de Sébastien Tellier. La manière dont il va capter son public et déplacer les gens, je trouve ça intéressant. Mais je trouve ça intéressant au même titre que par exemple, le parcours de la carrière de Zedo, qui est un groupe français franco-finlandais, parce qu'elle est finlandaise, elle, franco-finlandaise, elle, montre bien aussi à quel point tu peux faire 3 albums différents, 3 albums vraiment qui n'ont à peu près aucun... Enfin, en tout cas, qui ont une continuité dans l'esprit, mais dont la forme change à chaque fois. Une fois, c'est de la musique électronique, une fois, c'est de la musique plus acoustique, une fois, c'est vraiment du rock, c'est de l'indie, quoi. Enfin, de l'indie. Et c'est notamment le cas de Sébastien Tellier. Parce que quand on écoute ses albums, bien sûr, il y a une folie commune dans tous les albums. Si on écoute le dernier, moi je trouve que le dernier c'est encore celui qui ressemble le plus. Et c'est ça, et en fait justement c'est un peu l'aboutissement de tout ce que je suis en train de dire. C'est que qu'est-ce qu'on va chercher quand on va chercher un artiste ? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui se renouvelle sans cesse ? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui se dépasse ? Et si j'ai parlé de Zedo dans un cas, parce qu'eux ils ont vraiment produit des choses très différentes à chaque fois. A l'inverse, Sébastien Tellier, alors certes il y a des choses différentes, mais ce qu'on va rechercher chez Sébastien Tellier, c'est une forme de continuité tout de même. Parce que, et on n'a qu'à voir son live, ses concerts, il joue encore les morceaux d'un album qu'il a sorti en 2008 et en 2004, qui sont genre les clous du spectacle, quoi. Parce que si on écoute ce qu'il a sorti cette année, là on va en arriver à la partie la plus... comment dire ? Pas la partie la plus weirdo. Oui, ce qui est pas le côté le plus weirdo, en tout cas, le côté le plus total, en fait, peut-être. Le côté le plus total, moi ce qui m'intéresse aussi dans cette mesure-là, c'est la dimension expérimentale, on va dire, des projets de Sébastien Tellier. Parce que, je m'explique, il faut que je m'arrête. Quand on va dans certains morceaux, je vais vous le faire écouter, et vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc voilà, j'imagine que vous entendez dans le fond les orgasmes en réalité. C'est-à-dire que il a poussé la chose tellement loin que dans cet album donc, qui s'appelle Sexuality, la pochette, vous l'avez à l'écran, elle est là et elle est super belle. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est un peu un truc de découverte de lui qui découvre le corps, j'imagine, de sa femme. Et c'est-à-dire qu'il est allé aussi loin dans le délire pour enregistrer leurs ébats sexuels et les mettre dans l'album. Pour un album justement sur la sexualité, pour mélanger ça. Il me semble que plusieurs fois dans l'album, il s'adresse à elle. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il parle de l'amour et la violence. Et en fait, particulièrement dans la période artistique que moi je traverse, on va dire, je me pose de plus en plus la question de la place de l'expérimentation dans le travail artistique. Et aussi de la place, genre à quel point c'est fondamental pour un artiste d'en arriver justement, voilà, à faire des trucs un peu... à inclure des moments genre un peu surréalistes, genre vraiment en mode un peu incompréhensible. Je sais pas comment dire. Non, il faut que je recommence cette phrase parce que c'était pas très clair. Ce que j'essaye de raconter par là, c'est que inclure du son d'amour avec le recul, en fait, je sais pas si c'est même forcément ce qui a le plus vieilli. Parce que même j'aurais même tendance peut-être à dire qu'il peut y avoir un peu un débat sur la forme, en mode est-ce que c'était vraiment la meilleure idée, d'accord, tu veux faire un album sur la sexualité, que d'ajouter des bruits de vous deux qui jouissaient, tu vois. C'est-à-dire que c'est aussi à un moment donné, c'est un peu littéral comme lecture, mais en même temps, mutatis mutandis, toute chose égale par ailleurs, ça donne une profondeur à ton travail, et en fait, qui moi me sert d'autant plus pour mon travail sur la matière, que quand je dis, et je vais le redire un peu plus souvent, parce que maintenant je vais commencer aussi à faire des reacts à Materials et tout, quand je raconte que justement il y a un intérêt à considérer la musique comme une production instanciée de toi,
C'est-à-dire vraiment une somme de choses qui te sont arrivées à un tel instant que tu vas transcrire dans de la musique et tu vas les transcrire dans sa forme matérielle, c'est-à-dire dans une forme palpable. C'est-à-dire le son va reproduire la scène comme tu peindrais ou tu prendrais une photo. C'est-à-dire il va capturer l'instant. C'est pour ça aussi que pour moi, ça a vraiment une différence entre l'écriture et l'enregistrement. C'est que l'écriture capture la réalité alors que l'enregistrement capture la réalité alors que l'écriture, elle va plutôt fictionnaliser le rapport au réel. Voilà, moi c'est un peu ça ma thèse, ma théorie. Parce que j'écris pas de thèse, Dieu merci. Dieu m'en préserve. Voilà. Donc, je trouve que ça a un intérêt aussi de se rendre compte que, après tous les morceaux de rappeurs, avec le message de la daronne, le message de l'ex, le message t'es pas bien, machin, je m'inquiète pour toi, machin truc, bon bref, tous ces trucs-là, où en fait, genre la fiction, enfin, je sais pas, je vais dire des mots compliqués, ça va être chiant, mais la fiction de l'instant, genre le fait, on a l'impression que ça se passe dans le moment, mais le fait est que, ben non. Enfin, le fait est qu'on voit très bien les ficelles de ce qui se passe. Alors qu'il y a une forme de liberté, j'ai l'impression, dans ce qu'il a fait à cet endroit-là, qui est de brouiller la frontière entre est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux, qu'est-ce que ça vient d'apporter. Moi, ça forcément, des fois, ça me gêne un petit peu. Des fois, tu peux te laisser porter aussi. Des fois, tu peux être un peu en mode sympa, petit bruit de baise, tranquille. Enfin, en tout cas, ça ajoute vraiment de la texture, voilà, au morceau, et ça lui ajoute une profondeur. Et que tu visualises beaucoup mieux la possibilité d'un vécu derrière le morceau, ou en tout cas d'un contexte au morceau. Ça habille le morceau en plus. Donc voilà, et moi je trouve que c'est assez émouvant aussi, parce que imaginons qu'ils se séparent, ou imaginons qu'ils vieillissent ensemble et qu'ils meurent ensemble. Ben, dans cet album-là, c'est instancié une part de leur vie commune. Et je trouve ça trop émouvant en fait. Parce que du coup, quand tu réécoutes les morceaux, t'as forcément une part de toi qui écoute le bruit, qui retrouve dans le bruit ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon bref, c'est pas le plus important de ce que je voulais dire sur cet album. Ce que je voulais dire sur cet album, c'est que en somme, c'est vraiment l'exemple d'un album qui vieillit bien, pour moi. Parce qu'en termes de production et de son, c'est encore ultra actuel. Enfin franchement, si quelqu'un le sortait aujourd'hui, ça sonnerait hyper old school, mais ça sonnerait vraiment genre... je sais pas, genre ça prend une bonne poussière. C'est le truc qu'on appelle la patine. Ça prend une bonne patine. Je trouve que ça vieillit bien en tout cas. Ça s'ancre dans le temps avec la capacité à toujours produire des nouveaux arrangements. Par exemple, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il les joue sur scène. Et quand tu vois un artiste sur une nouvelle tournée, avec un nouvel album, et qui joue 80% de ses anciens morceaux, bah ça te pose question. Qu'est-ce que c'est censé être un live ? Est-ce que c'est censé forcément ramener la nouveauté et tout ça ? Et de voir qu'un mec comme Sébastien Tellier continue à jouer ses anciens morceaux, ça montre aussi à quel point ils sont actuels, et à quel point aussi on peut voir un artiste comme une personne dans une continuité qui a pas un standard, mais en tout cas qui a une direction, et que les gens le suivent pour cette direction-là, et qu'en fait il continue sur ça toute sa vie, et peut-être que toute sa vie il jouera les mêmes chansons, et que toute sa vie les gens seront contents. Et moi à la limite j'étais même presque déçu qu'il joue pas, comment dire, j'étais trop content qu'il joue les vieilles chansons. Donc finalement par rapport à la demande qu'on a vis-à-vis des artistes de tout le temps se renouveler et de tout le temps nous surprendre, bah Sébastien Tellier ça reste quand même une des rares personnes, enfin une des rares, non c'est pas une des rares personnes, mais en tout cas ça reste une personne qui fait pas exception. Non, j'ai pas envie de dire exception, parce qu'il y a tellement d'artistes comme ça. Je sais que j'ai un peu ça aussi avec French 79 par exemple. À chaque fois je m'attends à un renouvellement, c'est un renouvellement partiel, parce que à la fois il renouvelle complètement sa palette de sons, mais en même temps ça reste 100% lui. Et finalement c'est peut-être un peu ce qu'on attend d'un artiste, c'est la capacité à se manifester soi par différents chemins. Et parfois quand t'as réussi à te manifester toi une fois, bah Psartek mec, franchement... Non mais voilà, moi je trouve que c'est signifiant en tout cas. Franchement je trouve que c'est très signifiant, c'est très beau. Voilà, moi j'ai trop kiffé, j'étais trop content, c'est un album que j'écoute depuis super longtemps. Y a que des morceaux iconiques, l'imagerie elle est iconique, la production elle est iconique, ça a été produit par Guy Manuel de Montecristo et Rico the Wizard, qui est genre un ingé son qui est je crois aveugle, et enfin en tout cas malvoyant, personne en situation de malvoyance, ou en tout cas voilà, à visibilité réduite. Et c'est très... c'est un...
Moi, plus je vieillis, j'allais dire. Non, plus je grandis et plus je vois que les albums qui m'inspirent et qui m'intéressent dans le temps, c'est les albums où ce que tu sens en premier, c'est la liberté de création. Et ça fait partie de ceux-là. Je trouve que le dernier Justice, c'est un très bon exemple. Tu sens qu'il y a vraiment une liberté à un moment où ils se sont vraiment fait genre. Ça a suivi plein de chemins, ça a été aussi vraiment un bonheur pour eux, quoi. Et on sent vraiment que cet album-là fait pas exception, fait pas exception. Cet album-là est l'un d'entre eux. Et notamment, peut-être, je pense, un des meilleurs représentants de ce que c'est aussi, genre, la musique française, en fait. La chanson française, c'est ça, en fait. C'est genre ce mélange d'électro et en même temps de paroles hyper simplistes, de tons. Enfin bref, c'est trop fascinant. Moi, j'aime trop cet album. Je pense que c'est un de mes albums préférés all time. Hein. Si je dois en emporter quelques sur une île, je pense que je l'emporte. Voilà.